ma part, de Christophe Bonneuil, qui est inutile de présenter. Donc, sur une intervention intitulée « La construction politique face au réchauffement climatique », qui sert au gouvernement Mitterrand II et les entreprises fortement émettrices. Donc, Marie, 1993. Merci beaucoup. Alors, un an après mai 81, un document du Programme national d'études de la dynamique du climat affirmait qu'on peut s'attendre à ce que, aussi dans un délai de 10 à 20 ans, que l'impact des activités humaines atteigne un ordre de grandeur suffisant pour déplacer l'équilibre climatique de la planète. On pense particulièrement à l'accroissement systématique de la teneur en atmosphère en gaz carbonique, etc. Le texte poursuit en estimant que, je cite, faute d'un consensus fondé sur une véritable connaissance scientifique qui s'impose à tous, on peut attendre d'amères controverses. Les États, même de bonne volonté, se trouveraient impuissants pour définir une solution juste, etc. Et confiant dans la possibilité de la recherche à offrir plus de certitude, le document propose de doter la France de son expertise scientifique autonome pour ne pas, je cite, s'en remettre pour ses affaires à la compétence des experts américains et probablement russes. Alors il me semble que ce document illustre plusieurs éléments que je vais souligner aujourd'hui dans la présentation. D'une part, il traduit en ce début des années 80 déjà un haut niveau de préoccupation et de relative certitude, même si bien des détails restent à préciser quant au réchauffement climatique global créé par l'effet de serre anthropique. C'est là le résultat déjà de plusieurs décennies de recherche et d'alerte publique, principalement aux États-Unis. Les passages qui sont cités dans le document sont imprégnés des conclusions du rapport Charney de l'Académie des sciences états-unienne de 1979, qui prévoyait un réchauffement de 1,5 à 4,5 degrés, avec les incertitudes des modèles, donc une moyenne de 3 degrés, en cas de doublement de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Et nous verrons que ces années Mitterrand, surtout sous Rocard, Mitterrand II, donc, furent celles de la montée à l'agenda, tant scientifique que politique, de ces enjeux environnementaux globaux. Deuxième élément, le document exprime aussi l'espoir que portera la création du GIEC en 88 d'appuyer les politiques publiques sur un solide consensus scientifique. Et nous verrons que, sous Mitterrand II, ce consensus est placé au cœur de la diplomatie et des politiques publiques gouvernementales, avec un alignement des planètes entre Rocard, Lalonde, Mitterrand et Curien, avec Alec comme conseiller scientifique de Curien, pas du tout climato-sceptique à l'époque. On a un alignement des planètes de ces ministères assez remarquable. Troisièmement, ce document exprime aussi un récit national, celui d'une France comme grande puissance qui va être capable d'une expertise autonome pour pouvoir développer des initiatives internationales sur l'avenir de la planète. Et on verra que dans les initiatives prises par le gouvernement Rocard sur le climat et l'atmosphère, il y a effectivement ce souci d'un leadership français qui est très important. Avec le risque que ce souci d'affichage diplomatique prenne le pas sur des décisions dures qui vont être finalement abandonnées, telles que la fiscalité carbone ou la définition d'objectifs chiffrés significatifs de réduction des émissions nationales. Alors ma communication va d'abord présenter la montée de la question climat et l'engagement international du gouvernement Rocard à Lalonde, puis je décentrerai le regard pour regarder ce qui se passe au même moment au sein d'entreprises fortement émettrices comme Elf et Total, ce qui permettra en troisième partie de considérer un jeu d'acteurs un peu plus complexe dans ce dossier. Alors première partie donc, comme je l'ai présenté récemment au colloque sur les 100 mesures et la création du ministère de la protection de la nature et de l'environnement 71, la période 68-73 est le moment déjà, entre guillemets, de la réception en France des rapports et des travaux états-uniens et internationaux sur le possible réchauffement climatique par excès d'effet de serre lié aux activités et aux conditions humaines, et de leur mise en débat. Sinon dans un très large public, du moins au sein des dirigeants du secteur public et privé de l'énergie. Il y a le débat épique en 68
entre le PDG d'Elf et le PDG du CEA sur les problèmes comparés des gaz à effet de serre versus les déchets nucléaires dont on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc les décideurs du secteur de l'énergie sont au courant de ces travaux et de ces alertes. Les proches du cercle de Serge Antoine au cabinet du ministère de l'Environnement sont également au courant, et également des lecteurs de travaux de vulgarisation scientifique. Par exemple, là, ce rapport du Comité français de l'année européenne de la nature a quelques lignes sur la question de l'effet de serre. Cela étant dit, s'étant uniquement à la fin des années 80, avec l'arrivée de Michel Rocard à Matignon et Boris Lalonde au ministère de l'Environnement, que la question climatique entre véritablement à l'agenda politique d'un gouvernement de la Ve République. Alors ça tient d'une part à l'agenda international, qui la question de l'atmosphère et du climat s'est affirmée à ce moment-là, la conférence de Villach en 85, le rapport Brundtland en 87, le protocole de Montréal la même année, la création du GIEC en 88, la décision de l'ONU de lancer la conférence de Rio qui est prise également fin 88. Donc on a une séquence de 4-5 années qui sont une sorte de crescendo qui aboutissent à la convention climat finalisée au sommet de la Terre de Rio en 92. Alors deuxième élément, ça tient aussi aux hommes qui accèdent au gouvernement au début du deuxième septembre et qui ont la particularité d'être déjà concernés par le sujet. Michel Rocard, c'est sans doute le seul Premier ministre de la Ve République, encore jusqu'à aujourd'hui, qui avant d'entrer à Matignon se soit préoccupé du climat, comme on le voit sur ces citations. Deuxièmement, Boris Lalonde est sensibilisé à l'enjeu climatique, sinon depuis les années 70, quand cet enjeu était quand même largement en second plan du militantisme des Amis de la Terre, du moins depuis les années 80. Et là, je vous ai mis l'image d'un article de Cédric Philibert, qui est un proche de Lalonde et qui va écrire ses discours au cabinet pendant qu'il est ministre de l'Environnement. C'est dès 1984 que Cédric Philibert commence à publier comme journaliste scientifique sur ces questions. Il va publier un livre en 90. Donc Lalonde est déjà au courant avant d'être ministre. À peine nommé, il s'envole aux États-Unis à une conférence sur le climat où il y a Al Gore, James Hansen, et, dit-il, à mon retour, nous avons décidé avec mon équipe que la totalité de la politique française de l'environnement serait sous l'égide de la lutte contre le changement climatique. Plus généralement, il y a eu une excellente synergie avec le cabinet des ministères des Affaires étrangères, avec l'équipe de Curien à la recherche, ainsi qu'avec Jean Audouze, qui est conseiller scientifique à l'Élysée. On a réellement, je parlais d'un alignement des planètes, qui va conduire à une séquence d'actions politiques soutenues face à l'effet de serre entre 88 et 91, je ne sais pas si j'irai jusqu'à 91. Alors, cette séquence d'actions soutenues, au plan national, tout d'abord, ça va être la création du groupe puis de la mission interministérielle sur l'effet de serre, la mise au point d'un programme de recherche, ECLAT, qui va jouer un rôle important pour mobiliser une communauté qui va nourrir l'expertise française, justement, dans les négociations, la commande d'un rapport à l'Académie des sciences, qui conclut en 90 que l'effet de serre joue un rôle important dans l'évolution des climats et qui est bien dû aux activités humaines, en écho avec le rapport du GIEC qui sort la même année. Et puis, le plan national de l'environnement pour l'environnement qui est acté en 1990 et qui accorde une place importante à la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui a notamment une ambition de fiscalité carbone. Alors, notons que on est quand même peu après l'accident de Tchernobyl. On est à un moment où les projets d'enfouissement de déchets nucléaires de l'ANDRA font face à une très forte résistance sur les sites qui sont envisagés pour cela, et que l'accent sur le problème de l'effet de serre n'est pas totalement dénué d'arrière-pensée politique pour le gouvernement, de politique interne. L'écologie a le vent en poupe, les Verts, Génération écologiste, disputent l'électorat, et donc dans ce contexte, le climat peut devenir un marqueur identitaire d'une force politique vert clair, comme dirait Michael Dess, qui serait plus réaliste que les Verts et qui serait allié
comme se souvient Jean Audouze, donc, qui était conseiller de Mitterrand, la doxa de l'époque, c'était on est pro-nucléaire pour limiter le CO2 et une politique environnementale. Ce qui nous distinguait des Verts, c'est qu'on était pro-nucléaire. Donc il y a une sorte d'écologie pro-nucléaire qui s'affirme également derrière cette question climatique en termes de politique intérieure. En second lieu, la séquence d'action au plan diplomatique et géopolitique de ce moment-là. Rocard obtient le feu vert de Mitterrand pour placer le climat et l'environnement mondial à une place bien visible de la politique internationale de la France. Il s'agit de faire oublier le scandale des Rigo d'or, de sortir la France de son statut de mauvais élève de l'environnement mondial qu'elle a un peu avenu. Il s'agit aussi de retenir la leçon des négociations du protocole de Montréal sur les CFC, où l'industrie et les politiques français avaient plutôt tenté de freiner la négociation et ils avaient perdu la bataille. Et donc, dans ce contexte, qui est aussi celui du rapport Brundtland, la France se repositionne sur une posture proactive relativement aux grands sujets environnementaux mondiaux, comme l'Antarctique, les océans, la biodiversité ou l'atmosphère. Et puis, troisièmement, il s'agit enfin de voir signataire. Dans cette déclaration, on trouve l'idée d'une responsabilité particulière des nations industrialisées qui ont émis plus de gaz à effet de serre, et donc l'idée de transfert financier vers les pays en développement sur lesquels les décisions de protection de l'atmosphère pourraient devenir une contrainte. Et puis il y a l'idée d'une autorité nouvelle, je cite, recourant à toute procédure de décision efficace, même si dans certains cas un accord unanime n'a pas pu être trouvé. Donc il y a l'idée d'une haute autorité du climat sur le modèle de l'autorité internationale des fonds marins qui était prévue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. Rocard et Lalonde sont fortement soutenus sur cette ligne-là par Mitterrand, qui vient d'ailleurs se faire mousser et briller en lanceur d'alerte à La Haye. Et ils travaillent d'arrache-pied dans les 2 ans qui suivent à faire exister cette coalition, essayer de faire passer ces propositions dans le processus ONU. 3 mois plus tard, on va avoir le colloque sur la planète organisé par Hubert Curien, dont le 2e jour se tient à l'Élysée. François Mitterrand il y a 124 scientifiques de nombreux pays et où le sommet de l'État est fortement présent également. Encore un peu plus tard, 14 juillet 89, le G7, dans lequel la question de l'atmosphère et du climat va être mise en avant. Et donc tout au long de la marche vers la conférence de Rio, le gouvernement français s'implique activement dans le processus de rédaction des projets de convention cadre sur le climat et les autres dossiers environnementaux du monde. La France s'engage également à travers l'Europe, le Conseil européen de Rhodes en décembre 89, qui engage les États membres dans la lutte contre l'effet de serre. L'Europe va essayer de jouer un rôle de leader dans la marche vers Rio, rôle de leader qui va être un petit peu sapé, on le verra, par l'abandon de l'idée de l'écotaxe européenne sur l'énergie, qui est sabordée en mai 92 par le Conseil des ministres de l'Industrie, qui va provoquer la colère du commissaire à l'environnement Rupa Timiana, qui du coup va démissionner de côté Rio, et il n'y aura pas de commissaire à l'environnement présent pendant la conférence de Rio. Alors voilà, ça c'est le récit que je viens de faire, le récit de l'activisme diplomatique de la France à la fin des années 80, Rocard et Brice Lalonde comme visionnaire sur ces enjeux, et tout à fait juste, c'est le plus classique, il est raconté par les acteurs, par les biographies très souvent, et je voudrais maintenant faire un pas de côté en reprenant la même période de la marche vers la Convention climat, mais depuis un autre monde. Depuis les entreprises pétrolières, Elf et Total, aujourd'hui fusionnées, devenu le 4e groupe pétrolier et gazier mondial. Alors, il n'existe pas de travaux sur l'histoire du rapport de ces entreprises à l'enjeu climatique. Et d'une façon générale, on a un peu une histoire de l'entreprise qui est toute à l'étude des aventures industrielles et des innovations. Et alors que dans d'autres pays, l'histoire de l'entreprise a, depuis pas mal d'années maintenant, commencé à se rapprocher, à créer des interfaces avec l'histoire environnementale. C'est un peu dans ce courant historiographique de la jonction de la business history
History et de l'Environmental History que se situe cette deuxième partie. Alors, la deuxième moitié des années 80 marque l'entrée de la question climatique au cœur du radar attentionnel, non pas seulement des grands politiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi des directions d'Elf, Total, EDF, Saint-Gobain, la Franche-Comté. Avec les conférences et les protocoles et la marche vers Rio dont je vous ai parlé, le tocsin sonne dans les sièges de ces entreprises, et notamment des majors pétrolières qui redoutent de futures régulations des émissions, qui redoutent de futures taxes sur les énergies fossiles. Taxes qui existent déjà dans certains pays européens à la fin des années 80. Bernard Tramier, le directeur environnement d'Elf, depuis 1983, il est resté 20 ans jusqu'à la fusion, après la fusion même. Il se souvient avoir reçu d'Exxon son premier cours sur le réchauffement climatique dès 1984. Il dit « Peut-être que j'avais entendu ou lu cela à droite ou à gauche, mais sans que cela me marque. Le moment où je me souviens avoir vraiment été alerté du sérieux du réchauffement climatique, c'est la réunion d'IPCC à Houston en 1984. » Donc, en 88, au moment du GIEC secret, au moment où Lalonde accède au gouvernement, l'IPCC, l'Organisation internationale des compagnies pétrolières, qui leur permet d'être reconnue en 1974 comme interlocutrice de l'ONU, du PNUE notamment, a créé déjà un groupe de travail sur le changement climatique, où s'échangent des savoirs, des éléments de langage et de stratégie. Et Bernard Tramier co-anime ce groupe à côté de leaders de Shell, Total, Exxon, BP ou l'American Petroleum Institute. Ce groupe se donne 3 axes de travail, et notamment celui de, je cite, dresser l'état de la science du changement climatique induit par l'accentuation éventuelle de l'effet de serre, incluant les principales zones d'incertitude. Donc il s'agit, je ne détaille pas les 2 autres axes, mais en tout cas, cet axe-là correspond à la ligne d'Exxon de fabrique du doute, qui a été bien étudiée par les travaux de Naomi Oreskes et d'autres collègues états-unis. Début 1986, le directeur de l'environnement, donc Bernard Tramier, fait son rapport annuel 85 et le transmet pour une réunion du comité exécutif d'ELF, et il classe le réchauffement climatique comme un des enjeux. Il est dit l'accumulation de CO2 et CH4 dans l'atmosphère et l'effet de serre qui en résulte vont inévitablement modifier notre environnement. Et il continue en disant que face aux menaces de restrictions et de taxes, il est donc évident que l'industrie pétrolière devra une nouvelle fois se préparer à se défendre. 86. En quoi consistera cette défense? Alors, il s'agit d'une part, au travers de l'IPCC sous leadership d'Exxon, de peser sur les négociations internationales qui vont vers Rio, de peser sur les travaux du GIEC afin de rendre plus visibles les limites des connaissances, les incertitudes, de façon à limiter l'ambition des réponses politiques. J'ai une citation de Bernard Tramier qui dit en entretien: pour nous, cette histoire de 20% des émissions, c'était une proposition à la conférence de Toronto en juin 88, c'était prématuré. Il ne fallait pas qu'elle soit inscrite à Rio, c'était trop tôt. Ce qu'on craignait, c'est que dans ce genre de conférence, pour des raisons de diplomatie et de communication, on prenne des mesures dommageables à l'industrie. Alors, il y a une politique de fabrique stratégique du doute qui va être activement... Je pense que je vais pas faire la partie. Qui va être activement conduite par ces compagnies. Là, vous avez quelques citations également du côté de Total, autour de 92, autour de Rio. Les scientifiques sont divisés, Hippocrate dit oui, Galien dit non, il y a du doute. Il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion d'énergie fossile, etc.
il y a un plan d'action interne de ELF qui est encore plus explicite là-dessus et qui souligne le fait qu'il va y avoir un élément de langage très important qui sera de souligner les doutes scientifiques en matière d'effet de serre, d'identifier les scientifiques de renom pouvant intervenir positivement dans le débat et de soutenir leur action. Ça, c'est un document de Francis Giraud, qui est quasiment le numéro 2 de ELF à ce moment-là, qui est directeur prospective et stratégie, très proche des présidents de Fleuve Jean, puis Philippe. Donc voilà, on a une série de documents internes et de positions publiques qui indiquent que ELF et Total n'ont pas hésité à jouer sur un doute qui excède le légitime doute scientifique et qui nous permet de voir que Rocard et Lalonde ne sont pas, à la fin des années 80, début des années 90, les seuls à conduire une diplomatie climatique. ELF et Total le font aussi avec une autre façon de présenter ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas encore assez bien. Alors, si j'avais eu le temps de présenter la dernière partie, je vais vous donner les grandes lignes. Ça consisterait, maintenant que j'ai un petit peu proposé un autre point de vue qui existe dans un autre monde des entreprises, c'est de complexifier l'analyse du jeu d'acteurs qui permet de comprendre pourquoi un certain nombre de propositions initiales qui étaient présentes du côté français, des engagements chiffrés de réduction de moins 20% entre 88 et 2005 qui étaient pris à Kyoto, qui vont être soutenus en 89 par des documents internes du ministère de l'Industrie, sont abandonnés par les mêmes notes internes du ministère de l'Industrie en 91. C'est Jacques de Peretti notamment, donc il y a cette évolution du côté de la haute administration et des ministres de l'Industrie qui vont faire blocage à cette question-là. Et on va avoir le même tir de barrage sur le projet d'écotaxe de la Commission européenne qui est lancé en 89, qui va être saboré la première fois en 92 et abandonné définitivement en 94-95. Et bon, je n'ai pas fini de dépouiller les archives sur ces questions-là du côté gouvernemental. On voit ici dans les archives totales par contre que ELF est très heureuse de ses nombreux contacts et du lobbying et se réjouit d'avoir réussi à faire annuler les projets d'écotaxe. C'est un peu exagéré, ELF et Total n'ont pas le rôle majeur, dominant dans l'annulation du sabotage de l'écotaxe. Il y a la position anglaise qui défend son charbon, il y a EDF qui refuse que le nucléaire soit taxé pour moitié dans les projets et ça. Donc il y a un jeu beaucoup plus complexe, mais en tout cas l'industrie pétrolière il joue son rôle. Donc je termine peut-être sur deux points. Le premier point, c'est un point méthodologique, c'est dans ces questions-là, il est intéressant d'intégrer le jeu des acteurs économiques dans l'histoire environnementale. On peut le proposer, ça rejoint complètement ce qu'a raconté Laurent tout à l'heure. Et puis, un deuxième point, qui est un point plutôt peut-être d'évaluation des politiques publiques, je vais me faire l'écho d'une analyse de Jacques Theiss, qui est un protagoniste très important des politiques environnementales depuis 40 ans, et qui a écrit il y a quelques années que dans ce moment-là de bataille autour des quotas, c'est un moment où il y a eu une commission au plan où le PDG de Saint-Gobain, le PDG de Lafarge Copé dirige la commission environnement croissance et va arbitrer en défaveur de l'écotaxe. Il faut voir que le président de la commission environnement du CNPF à cette époque est Michel Becker, qui est l'ancien président de ELF. Et donc, Theiss se souvient de cette bataille et dit on a perdu 15 à 20 ans. Les projets de taxation de l'énergie reviennent plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, mais que dans ce moment-là, il y avait peut-être une fenêtre d'opportunité qui a été perdue. Et je voudrais terminer sur cette réflexion. Merci. Très bien, merci.